La campagne officielle pour la présidentielle prend fin ce soir à minuit. Les deux candidats et leurs supporters battent le rappel des électeurs indécis. En Algérie, 5 coopérants étrangers, dont 2 Français, ont été assassinés ce matin. Au total, depuis septembre 1993, 82 résidents étrangers ont été tués en Algérie, dont 28 Français. En Grande-Bretagne, le Parti conservateur, au pouvoir depuis 16 ans, a essuyé une claque historique face au Parti travailliste lors des élections locales. La reine d'Angleterre a présidé cet après-midi à Londres la première cérémonie officielle commémorant le cinquantenaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La présence des grands de ce monde à Moscou mardi prochain est très contestée car elle risque de cautionner la politique du Kremlin en Tchétchénie. À ce sujet, dans ce journal, un document bouleversant sur les ravages d'une guerre qui ne veut pas dire son nom. Autre titre dans le Tour de Corse, victoire à l'arraché de Didier Auriol après l'abandon à 2 spéciales de l'arrivée du Belge Bruno Thierry et les préparatifs de la grande finale de rugby qui opposera demain en direct sur France 2 Castres à Toulouse. Madame, Monsieur, bonsoir. Il fait beau et chaud pour reprendre la célèbre contrepétrie. C'est l'été au printemps et tout de suite, avant de nous plonger dans le bain électoral, je vous propose quelques images rafraîchissantes de nos belles plages hexagonales. Maryse Burgot. Sur les plages aujourd'hui, il y avait une drôle d'ambiance. Les hommes se prenaient parfois pour des dieux et les filles ne savaient plus très bien où elles mettaient les pieds. C'est qu'aujourd'hui, il faisait très chaud sur toute la France, 10 degrés au-dessus des normales saisonnières dans certaines régions. C'est simple, de Calais à Nice en passant par Lacanau, il fallait aujourd'hui avoir les pieds dans l'eau pour se sentir bien. Je passe mon temps à me baigner. Et alors, elle est bonne? Ouais, non, elle est bonne, sérieux. Je pense qu'il faut jouer un peu transpirer pour pouvoir justement y aller parce qu'il est un peu froid. C'est du bien au moral, puis il n'y a pas trop de monde, c'est sympa. Ambiance studieuse. Le mois de mai, c'est le mois des révisions et c'est bien connu, pour bien assimiler les cours, il faut se détendre. Là, on récupère entre les examens, donc avant les prochains examens, on prend un peu de force, on récupère physiquement et puis c'est reparti. 29 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Il faut remonter à 1976, l'année de la sécheresse, pour retrouver pareille chaleur au début du mois de mai. Moi, ça fait 15 ans qu'on vit ici. J'ai une résidence secondaire. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je fais de la planche aussitôt, de toute façon. Ambiance tout aussi étouffante à Paris. Dans les parcs publics, le maillot de bain était aujourd'hui de rigueur et le beau temps rendait les filles toutes bizarres. Un assourdissant silence ce soir à minuit, silence radio et télé. La campagne du second tour sera officiellement close et les électeurs vont pouvoir réfléchir sereinement à leur choix. Jamais, semble-t-il, le pourcentage d'indécis n'a été aussi important et les deux candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Jacques Chirac était en fin d'après-midi à Lyon. Reportage Véronique Saint-Olive, Jacques Girard. Panneau Chirac contre panneau Jospin, slogan Chirac contre slogan Jospin. À Chambéry, il y avait du soleil et de la chaleur militante pour tout le monde. De part et d'autre, on veut faire campagne jusqu'au bout, chacun à sa manière. Jacques Chirac, lui, connaît bien le terrain, alors il plonge dans la mêlée et il se félicite de la mobilisation. De l'autre côté de la rue, c'est le silence, avec ses jeunes et ses enfants sourds, avec qui Jacques Chirac a voulu partager sa dernière halte. Les gestes alors deviennent des mots. Dans l'atelier de peinture, de carrosserie, Jacques Chirac se fait expliquer et inversion des choses, c'est le candidat qui lance un au revoir en forme d'encouragement. Bonne chance. Une heure plus loin, à Belay, dans le fief de Charles-Millon, la foule se presse, suppute les scores de dimanche et croit à la victoire de son candidat. C'est bon, président! Dernier meeting à Lyon, ultime mobilisation avec près de 12 000 personnes. Élus UDF et RPR, côte à côte sur la tribune, et Raymond Barre en champion de l'État impartial, qui appelle à voter pour Jacques Chirac. Mobilisons-nous tous, Françaises et Français, pour faire triompher la société de liberté et de responsabilité, l'égalité des chances pour tous, l'économie sociale de marché, qui garantissent l'avenir des Français et le rayonnement de la France. Jacques Chirac, lui, demeure persuadé que la partie n'est pas jouée et il en appelle à la mobilisation. J'appelle chaque citoyenne, chaque citoyen à ne pas avoir la mémoire courte. Le choix est simple. Le vrai changement, avec moi, avec nous,
ou bien les risques et l'aventure d'un troisième septennat socialiste. Tel est en vérité l'enjeu du 7 mai. Au terme de sa campagne, Jacques Chirac a développé une dernière fois son projet et ses priorités pour l'emploi, la cohésion sociale, la construction de l'Union européenne et la restauration du rôle de l'État. À 48 heures du scrutin, quand tout est encore suspendu, Jacques Chirac confie qu'il ne regrette rien, qu'il a dit ce qu'il croyait et ce qu'il voulait pour la France. Il s'en remet maintenant aux Français pour lui répondre par leur bulletin de vote. Jacques Chirac qui devrait rencontrer demain matin à Paris en tête-à-tête Édouard Balladur. Dernière ligne droite en zigzag pour Lionel Jospin qui a terminé sa campagne en tenant 3 meetings dans la journée, successivement à Caen, Mulhouse et Besançon. Reportage Roland Sicard, Didier Dahan. Pour sa dernière journée de campagne, Lionel Jospin avait bien besoin d'un avion. 3 étapes, Caen, Mulhouse et Besançon, 3 meetings et 3 discours. Ce n'est plus un Tour de France, c'est un marathon. Et le risque, c'est d'y laisser sa voix. Mais ce risque-là, Lionel Jospin l'a dit à Caen, il veut bien le prendre. Vous me pardonnerez si ma voix, c'est la seule que j'accepte de perdre pour la bonne cause, bien sûr. Et tout au long de son périple, le candidat socialiste est revenu sur ses priorités. L'emploi, l'éducation, l'Europe, la lutte contre l'exclusion. Et puis, il s'en est pris à son adversaire, Jacques Chirac, qualifié d'homme du passé, à ses lieutenants. Bref, le ton est monté d'un cran. La deuxième caractéristique de ces derniers jours de campagne, c'est indiscutablement l'énervement des lieutenants de M. Chirac, de M. Juppé, de M. Seguin, qui prennent à mon égard un ton à la fois condescendant et agressif, et c'est la crainte de Jacques Chirac lui-même. Et j'ai envie de dire à Jacques Chirac, qui parle d'un danger Jospin, oui, c'est vrai, il y a peut-être bien un danger Jospin, mais pas pour la France, pour Jacques Chirac. Lionel Jospin offensif, c'est qu'il pense que dans la dernière ligne droite, des voix peuvent encore être déplacées. S'il reste des indécis, il veut les convaincre et il donne ses dernières consignes. Je propose croiser les doigts, pour ceux qui veulent, et se mobiliser. Croiser les doigts et rassembler. Croiser les doigts et convaincre. Alors, le 7 mai, il ne s'agira plus de croiser les doigts, il s'agira d'écarter les doigts. En tout cas, quoi qu'il arrive, les amis de Lionel Jospin l'affirment, il aura rempli son contrat. S'il gagne, il sera allé au-delà de toutes les espérances que pouvait concevoir la gauche il y a 3 mois. Et s'il échoue d'une courte tête, il se retrouvera dans le rôle de patron de l'opposition en tant qu'interlocuteur obligé. Mais pour le moment, Lionel Jospin, lui, refuse d'envisager des scénarios. Il ne veut penser qu'au scrutin de dimanche, car il pense que dimanche, tout est possible. Et maintenant le dicton du jour en forme de question. À la Sainte Judith, quel est le candidat qui a le plus de Judith? Ou pour poser la question plus simplement, que donnent les tout derniers sondages? Je ne vous donnerai pas la réponse puisque la loi l'interdit expressément. Reste que les différents instituts continuent à sonder les Français et que l'interdiction de publier les résultats ne s'applique pas aux journaux étrangers, par exemple la Tribune de Genève. Reportage Françoise Vallée, Yves Descléros. Tribune de Genève, bonjour. Pour les sondages. Bien volontiers, je vous les donne par téléphone. Est-ce que la moyenne vous suffit ou il vous faut les détails des instituts? Depuis 6 heures du matin, le téléphone ne cesse de sonner. Des appels du monde entier, mais beaucoup de France pour connaître les derniers sondages. Ils datent du 3 mai, du lendemain du débat Jospin-Chirac. Même les Suisses se les arrachent. Il y a un engouement absolument incroyable des Suisses francophones, des Suisses romans pour les élections françaises. Pour le débat... Le dernier débat, le débat Chirac-Jospin, il y a eu 285 000 Suisses romands qui ont regardé ce débat, soit 45% des parts de marché télévision ce soir-là. Les Suisses savent tout de la votation française et font même des pronostics. Je crois même que les gens sont plus au courant de la politique en France que de la politique en Suisse, ici en Suisse. C'est vrai. On fait des paris sur la baisse du franc français, si c'est l'un ou l'autre qui gagne. À tous les coins de rue, les résultats des sondages. À la frontière, côté français, la Tribune est dans tous les kiosques. Non mais c'est bon comme impact.
On a beaucoup de clients qui sont venus la chercher pour ça, ben diable. Vous l'avez acheté pour le sondage? Absolument, oui, je m'intéresse. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde est absolument sur le qui-vive. Intéressé, français ou suisse, il reste prudent vis-à-vis des sondages. Le premier tour a démontré qu'il pouvait bien se tromper. Sans sondage, le combat continue pour Arlette Laguillet, dopée par ses 5,32% du premier tour. La candidate de lutte ouvrière continue à battre la campagne. Orléans, Nantes et hier Paris, avec 2000 personnes au cirque d'hiver. Arlette Laguillet veut constituer un grand et vrai parti des travailleurs. Reportage Michael Darmon, Hervé Pozzo. C'est une première. Entre deux tours d'une élection, Arlette Laguillet reste en campagne. 4 réunions publiques en une semaine, avec hier soir une étape parisienne au cirque d'hiver. 3 jours avant le scrutin, elle confirme son abstention et loge les 2 finalistes à la même enseigne. Ces 2 hommes-là, ils se valent, ils sont plus concurrents qu'ils sont adversaires. C'est-à-dire qu'ils sont comme 2 épiciers dans la même rue, qui se disputent les clients, mais qui se fournissent aux mêmes grossistes. Elle, qui n'est plus dans la course à l'Élysée, veut aujourd'hui capitaliser son résultat du 23 avril en présentant son projet pour la France ouvrière. Il est nécessaire que la classe ouvrière dispose d'un parti qui défende en permanence ses intérêts politiques, pas seulement au moment des élections. Rassemblés, exclus, chômeurs, ouvriers, artisans, bref, il s'agissait dès le 1er mai de se placer sur des terres où, dit-on, Parti socialiste et Parti communiste ont échoué. Alors comment créer ce parti et qui mettra sa tête? Pour l'instant, on discute. Le chef. Arlette Laguillet, c'est notre porte-parole. Maintenant, on a des leaders dans toutes les entreprises, il y a des leaders. La tête de ce parti, Arlette, elle est bien, et puis elle n'est pas toute seule, elle a des gens pour l'aider. Bien sûr, rien n'est joué, mais avec plus d'1 million de voix et un porte-parole vedette, les militants de lutte ouvrière croient en leur bonne étoile, même s'ils reconnaissent que la création de ce nouveau parti de la classe ouvrière s'engage sur un chemin long et sinueux. En Algérie, 5 coopérants étrangers, dont 2 Français, ont été assassinés ce matin dans la région de Gardaïa, à 500 km environ au sud d'Alger. Au total, depuis septembre 1993, 82 résidents étrangers ont été tués en Algérie, dont 28 Français. Avant d'entendre la réaction de notre invité Claude Pierre, délégué des Français d'Algérie, le commentaire de Patricia Coste. C'est dans une zone relativement épargnée, à 400 km au sud d'Alger, que les 5 étrangers, dont 2 Français, ont été tués ce matin à l'aube, à côté de Gardaïa, dans la zone industrielle de Bounoura, une ville sainte. Un policier algérien chargé de la protection des employés a lui aussi été tué. Les victimes étaient employées par une société algérienne de pipeline, Anabib, travaillant pour l'entreprise américaine Bechtel. L'attentat serait l'œuvre, d'après l'agence de presse algérienne, d'un groupe de terroristes armés, terminologie désignant des islamistes. La région de Gardaïa, pourtant, capitale des Mozabites, communauté religieuse très stricte, est connue pour son rejet des thèses intégristes, et les rares attentats commis sont attribués à des groupes extérieurs. Ces assassinats interviennent au moment où des mesures renforcées de sécurité sont entrées en vigueur il y a quelques jours dans 4 zones d'exclusion du sud algérien pour protéger les exploitations pétrolières et gazières, et au moment où les forces de sécurité déclarent continuer à marquer des points sur le terrain contre les islamistes. Claude Pierre, bonsoir. Vous êtes délégué des Français en Algérie. Il y a une dizaine de jours encore, vous étiez là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Cette région de Gardaïa, on vient de le dire, c'est en quelque sorte le poumon économique de l'Algérie, une région très riche en pétrole et en gaz. Il y a beaucoup de coopérants étrangers et on avait le sentiment peut-être que c'était une région protégée, un peu à l'abri. Il n'y a plus de sanctuaire en Algérie puisque la région de Gardaïa avait déjà été touchée lorsque 2 pères ont risqué leur vie. Et c'est en général en dehors de Gardaïa, dans la zone d'Assirmel, dans les zones industrielles, que les groupes étrangers terroristes s'infiltrent. Est-ce que ça ne va pas accélérer le départ des coopérants étrangers, américains, disons anglais? Que si la protection des sites pétroliers n'est pas renforcée, parce qu'il y a eu aussi des attentats contre le oléoduc Beni-Mansour-Alger, les coopérants vont partir. Il y a des mesures qui sont pour l'instant partielles. Il faut des mesures beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieuses, et en particulier la protection de ce qu'on appelle les baraquements. Alors, on a l'impression que les auteurs de ces attentats ciblent
entre guillemets, de plus en plus précisément leurs victimes. Oui, la stratégie actuelle du GIA, c'est de cibler les victimes. Lorsque j'étais à Alger, les victimes ont été le directeur des études de l'ENA, un professeur d'architecture, un policier et son père, etc. Les attentats sont ciblés, les attentats aveugles sont impopulaires. Donc aujourd'hui, on vise une personne et en général, on atteint son objectif. Vous étiez, je le rappelais, il y a une dizaine de jours encore là-bas. Dernière question, quel est l'état d'esprit des rares Français qui sont encore en Algérie? Eh bien, ceux qui sont encore en Algérie le sont essentiellement pour des raisons économiques. Ils ont des biens, ils ont une villa, ils ont une petite entreprise. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de la vente et du transfert de ces biens, ils vont rester et ils risquent évidemment leur vie. Merci Claude Pierre pour ce témoignage. Toujours à l'étranger, une grenade a éclaté en fin de matinée dans le marché central de Bujumbura, la capitale du Burundi. Le dernier bilan fait état d'une trentaine de blessés, dont 6 grièvement atteints. Aux États-Unis, fin des recherches dans l'immeuble dévasté par l'attentat d'Oklahoma City. Le dernier bilan s'établit donc définitivement à 165 morts et 2 disparus. En Grande-Bretagne, les conservateurs au pouvoir là-bas depuis 16 ans ont perdu plus de la moitié de leur district aux élections locales. Le Premier ministre John Major a pris une veste historique, en anglais jacket, qui le place en délicate posture. Commentaire de notre correspondant à Londres, Bernard Lebrun. Champagne au siège du Parti travailliste, il est 23 h, la BBC vient de donner les premières estimations. John Prescott, numéro 2 du Labour Party, fête ses 48% des suffrages. Chez les Tories, le parti conservateur de John Major, c'est l'effondrement. 25% des voix seulement, plus de 2000 sièges perdus au Conseil des gouvernements locaux. En clair, nos élections municipales et régionales réunies. 20 millions de Britanniques étaient appelés aux urnes, taux de participation 38%, des bureaux de vote déserts. 62% des Anglais et Gallois se sont abstenus, un record en Grande-Bretagne. Mais les chiffres sont là, et l'abstention ne minimise en rien la défaite cuisante de John Major, comme les bons résultats des travaillistes et libéraux. Usés par 16 années de pouvoir, dont 11 assumées par Margaret Thatcher, la presse se plaît à souligner l'apocalypse, le massacre du parti du Premier ministre, par la revanche des classes moyennes qui en ont assez des impôts ou de l'incurie des systèmes éducatifs et sociaux. Reste que John Major n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Les élections générales n'auront lieu qu'en 1997 et sa volonté d'aboutir dans la question nord-irlandaise lui vaut bien des sympathies. Le jeune Tony Blair, 42 ans demain, grand vainqueur de cette consultation grâce à son réformisme social-démocrate, est consacré grand favori pour le siège de Premier ministre dans 2 ans. Toujours à Londres, la reine Elisabeth II a donné en quelque sorte le coup d'envoi des cérémonies marathon qui vont commémorer le cinquantenaire de la capitulation nazie à travers toute l'Europe ces prochains jours. Devant les lords et les députés réunis dans le grand hall médiéval du palais de Westminster, la reine a évoqué le courage, les souffrances et les sacrifices des Britanniques, mais aussi de tous ceux qui ont rendu possible la victoire du 8 mai 1945. Parmi eux, les centaines de milliers de soldats américains qui ont débarqué en Angleterre à partir de janvier 1942. Une occupation pacifique qui a provoqué un véritable choc culturel au royaume de Shakespeare. Une cohabitation parfois douce, par exemple une quarantaine de GI ont épousé une Anglaise, mais aussi parfois plus rude, comme nous le raconte Bernard Lebrun. Cette fois, ils débarquèrent en fanfare. Enfin, Uncle Sam venait au secours du vieux continent. Et dès les premiers pas, l'objectif était clair. Dans les ports d'Irlande du Nord, d'Écosse et d'Angleterre, 2 millions de soldats vont participer à ce véritable premier débarquement. Ils ont entre 18 et 25 ans, hommes surtout, mais femmes aussi. Tous sont venus combattre. C'est nécessaire pour conduire la guerre, pour la victoire, en particulier après la chute de la France en 1940. Un mal nécessaire en somme que cette invasion de la Grande-Bretagne par ses tanks, canons et avions, 17 millions de tonnes de matériel seront débarqués. Ce nuage de points sur les îles britanniques montre la multitude des bases américaines qui seront créées. Marines, GIs, pilotes et mécaniciens que viennent saluer et remercier le roi George VI et la reine-mère Elisabeth vont entretenir de très riches relations avec les sujets de leur majesté. Les jeunes Anglais, et en particulier les jeunes Anglaises, ils aiment beaucoup les GI. Au chapitre Making War, Making Love, faire la guerre, faire l'amour, un chiffre à retenir. 80 000 mariages mixtes, la moitié avec des Américains, l'autre avec des Canadiens,
seront célébrées avec les petites Anglaises. Connie, elle, est tombée amoureuse du plus célèbre d'entre eux, le major Glenn Miller. Oui, oui, le chef d'orchestre du plus célèbre des big bands de la Libération. C'était pourtant une petite fille à l'époque, Connie, mais elle a grandi avec sa légende. Connie nous explique que son papa travaillait sur cet airfield en 1944, un champ d'aviation de la RAF, la base personnelle de Glenn Miller. Connie fut l'une des dernières à le voir, ici même. Et ce qui est incroyable, c'est que cette base vieille de 50 ans est toujours là, intacte. Dans la tour de contrôle, on entend encore retentir les ordres donnés aux pilotes. Le 15 décembre 1944, il ne fait pas très beau au-dessus de l'Angleterre, ni au-dessus de la Manche. Mais Glenn Miller arrive à cette tour de contrôle, il demande la météo, il veut un avion pour rejoindre son orchestre à Paris. Une fois de plus, il doit commémorer la victoire avec son fameux jazz band. Mais il n'arrivera jamais à Paris et ne reverra jamais l'Angleterre. Son nom est gravé ici, sur le mur des 5000 Américains disparus pendant la guerre en partance du sol anglais. Dans ce cimetière de Cambridge, 10 000 GIs et Marines reposent à jamais. Leurs riches relations avec l'Angleterre se sont arrêtées ici. Il était une fois deux hommes, Franklin Roosevelt et Winston Churchill, l'Américain et l'Anglais, qui aimaient beaucoup la liberté. À l'occasion de cette commémoration du 8 mai 1945, la présence à Moscou mardi de la plupart des grands de ce monde a suscité une vive polémique. Cette présence des dirigeants occidentaux sous les ors du Kremlin pouvant sembler cautionner la politique de Boris Eltsine en Tchétchénie. D'ailleurs, on a appris que, comme le chancelier Kohl, François Mitterrand n'assistera pas aux cérémonies proprement militaires à Moscou, une absence destinée à illustrer la volonté de ces deux hommes d'État de marquer leur réprobation face à la guerre menée par l'armée russe en Tchétchénie. Là-bas, les combats continuent. En effet, par exemple, aujourd'hui, les indépendantistes tchétchènes ont abattu un avion russe. Avec cette guerre qui ne veut pas dire son nom, la liste des morts et surtout des blessés s'allonge inexorablement, comme vous allez le constater avec ce reportage bouleversant de notre correspondant Dominique Derda. Il s'appelle Yevgeny. Il a 19 ans et il n'a plus de jambes. C'était le 4 janvier dernier à Grozny. L'obus qu'il venait de tirer avec son mortier a explosé à 2 mètres de lui dans un grillage. Yevgeny pensait que les obus ça traversait les grillages, mais il s'est trompé. Depuis le début de la guerre en Tchétchénie, l'hôpital central de la marine à Moscou a vu passer des centaines d'Evgeny, de Sergueï ou d'Ivan. Des appelés pour la plupart. Quand un beau jour de décembre, ils ont quitté leur caserne, on leur a dit qu'ils partaient en manœuvre dans le sud. C'est tout. La guerre, ils l'ont prise en pleine figure, début janvier, lors de la première offensive sur Grozny. Depuis, Grozny est tombé, mais eux ne se sont pas relevés pour autant. Yevgeny aime les films d'action. Avant l'armée, il était ouvrier à Krasnoyarsk, en Sibérie. Il lui restait 6 mois à faire avant de retourner à l'usine avec son père. Mon mortier, j'ai dû m'en servir 2 fois en 1 an de service militaire. Après l'exercice, on le nettoyait, on le graissait, puis on le laissait dans un coin ou dans un camion. Ce matin, le Pope est venu à l'hôpital avec sa Bible et ses médailles. L'Église orthodoxe, depuis un peu plus d'1 an, a de nouveau accès aux casernes et aux hôpitaux militaires. Alors, elle baptise à la ronde ses brebis retrouvées. À la sortie de l'hôpital, pour Yevgeny et les autres, l'étape suivante, c'est ici. L'usine de prothèses de Moscou, où l'on se flatte des progrès d'une science toujours en marche. Ça, c'est la dernière invention du bureau d'études de l'industrie spatiale, dit le kinésithérapeute en chef. Cela permet une démarche plus naturelle et s'adapte très bien aux moignons restants. Il y a quelques mois encore, les principaux clients de l'usine étaient surtout des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des accidentés de la route ou du travail. Désormais, ils sont jeunes et doivent, comme les survivants des guerres d'antan, réapprendre à marcher. Non sans mal. La patrie reconnaissante a remis à tous ces soldats blessés en Tchétchénie la médaille du courage. Du courage, c'est sûr, il leur en faudra, et beaucoup.
Brahim Bouharam, ce jeune Marocain poussé dans la Seine par des skinheads le 1er mai, sera inhumé demain dans son village natal. La Ligue des droits de l'homme a annoncé son intention de se constituer partie civile dans l'information contre X pour assassinat ouverte hier. Tout de suite, le point de l'enquête avec Agnès Varagnan. Depuis 48 heures, les policiers ont passé beaucoup de temps devant leur magnétoscope à visionner ces images de la télévision polonaise. Les enquêteurs confrontent ces vidéos avec les fichiers des renseignements généraux. Ces bandes, saisies par la police, ne livrent pas le nom du meurtrier de Brahim Bouharam. Elles montrent simplement que des skinheads en blouson bombers, jeans, rangers et cheveux ras étaient bien présents ce jour-là pour saluer Jean-Marie Le Pen. Mais les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Ils disposent encore de photos et ce matin, le directeur de la sécurité du Front National a apporté aux policiers les films tournés par son service d'ordre. Il y a effectivement dans les prises de vue générales des choses qui peuvent amener des éléments, mais ce n'est pas aussi flagrant que ça. Le caméraman n'allait pas filmer la berge alors que la manifestation était en train de terminer de passer. Elle était déjà à Place du Carrousel. En fait, aucune image du drame n'existe. Actuellement, les policiers recherchent un saxophoniste présent sur la berge et qui aurait pu voir de près l'agresseur de Brahim Bouharam. 4 témoins directs ont été entendus, mais ils ne donnent pas un signalement précis du meurtrier. Ils répètent seulement que celui-ci avait le look skinhead. Jusqu'au 12 mai, exposition originale dans la station Ambert du RER, 500 petits tableaux réalisés par autant de personnalités, entre guillemets, et cela au profit du Secours populaire français. Reportage Vincent de Guyenne, Guillaume Foutra. Des artistes dans le RER, il y en a certes, mais des galeries d'art, là, c'est moins banal. D'autant qu'ici, les exposants ne sont pas tous peintres. Ah, Marlène Jobert. Non, ils sont tous beaux. Ils sont acteurs, couturiers, animateurs, journalistes, écrivains, cinéastes, sportifs ou encore musiciens. Et tous ont répondu à l'appel original du Secours populaire français pour son 50e anniversaire. Ils ont reçu dans une enveloppe à la fois le petit châssis, mais aussi des peintures, un pinceau, et on leur a demandé de relever ce formidable challenge, donc de réaliser ces petits tableaux. Ce sont en tout 500 petits tableaux réalisés en famille, selon ses préoccupations, son caractère ou son inspiration du moment, fut-elle défaillante. Il y a des amateurs quand même là. Oui, bah, ça se voit. Ça se voit tout de suite, mais c'est intéressant. Regardez plus les noms que le tableau. Alors on va essayer de se tenir au tableau aussi. Les noms, c'est vrai, comptent beaucoup, car tous ces tableaux seront vendus aux enchères au profit du Secours populaire le 10 juin prochain. Parmi les plus cotés, les œuvres de César et celles d'un certain Luciano Pavarotti. C'est une histoire belge pas drôle, enfin pour l'intéresser, le pilote belge Bruno Thierry, qui était en tête depuis le début du 39e Tour de Corse, a été contraint à l'abandon à 2 spéciales de l'arrivée, ce qui a permis à Didier Auriol d'obtenir à l'arraché donc sa 6e victoire dans cette épreuve. François Brabant. On dit que le bonheur est dans le pré, faut voir. Bruno Thierry, tout seul dans un champ au bord d'une route de Corse, n'a pas vraiment le cœur à rire. Il y a 10 minutes, il était encore sur le point de remporter son premier rallye du championnat du monde. C'était l'avant-dernière spéciale, plus que 55 km de course. Depuis le départ mercredi, le Belge accumulait les meilleurs temps. Et puis son essieu avant gauche a cassé. Bruno Thierry a fini dans le pré et son bonheur, lui, a filé. Dis-moi ce que tu penses. Prendre autant de risques. En 500 km. Pour achever comme ça 50 bornes de la fin. Si on vous dit que vous avez moralement gagné ce Tour de Corse, et tout le monde le pense. Moi aussi. Ça ne suffit pas. Du coup, c'est le spécialiste des victoires à l'arraché qui s'impose. Didier Auriol, le champion du monde, a connu bien des succès en Corse. C'est son 6e, ça lui donne pas mal d'expérience, celle qui a manqué à Bruno Thierry. Il a prouvé quelque chose, il a appris aussi malheureusement que la course était des moments très durs et je crois que c'est arrivé à tous. Donc j'en profite. Avec cette victoire, Auriol se hisse à la 3e place au championnat du monde, derrière Sainz et Hakkinen pour un Tour de Corse. C'est un tour de force. François Mitterrand assistera demain soir au Parc à sa 13e finale de championnat de France de rugby. Une finale de rêve puisqu'elle opposera le tenant du titre au vainqueur 93, Toulouse et Castres. Une 12e victoire ferait du Stade toulousain le plus grand club de l'histoire de l'Oval français. En compagnie de Christophe Chiron et Vignal, présentation de ce choc de titans.
36 ans et champion de France 1993 avec Castres, Francis Ruy. 34 ans et champion de France 1994 avec Toulouse, Albert Cigagna. Albert Cigagna, c'est un monsieur. Monsieur Albert le capitaine, avec ses petits camarades du Stade toulousain. Ici, on essaye les costumes. C'est parfois original. À Toulouse, les jeunes sont pleins d'admiration pour monsieur Albert qui va disputer la 7e finale de sa carrière. Albert, ça lui fait une belle jambe. Albert, il a le respect de l'adversaire. Avec le castré Ruy, il a quelque chose en commun. Ben oui, l'âge. Je crois qu'il a à peu près le même âge que moi. Et donc voilà, après, c'est un joueur très sérieux, très cool. À Castres, Francis Ruy est cool dans son jardin. Pour Francis, Albert le Toulousain, c'est quelqu'un, un joueur d'exception, ça coule de source. C'est un joueur incontournable de Toulouse. D'ailleurs, on le voit, c'est lui qui trie les ballons, c'est lui qui rend ses ballons, au plus bon. Et c'est vrai que qu'Albert, dans une équipe, c'est sûrement une mine d'or. En rouge et noir, Cigagna porte le numéro 8. Il occupe le poste de 3e ligne centre. Pour éliminer Bourgoin en demi-finale, Toulouse a souffert. Pour éliminer Toulon en demi-finale, Castres a pu compter sur la botte de Francis Ruy, auteur de 2 jolis drops. À Castres, il y a Francis. À Toulouse, il y a Albert. 2 chefs de bande des vrais qui font vibrer les foules. Supporters, levez-vous. Demain, c'est la finale. Voilà, finale de légende retransmise bien sûr demain soir sur France 2. Je vous propose pour terminer ce journal un petit détour par le Futuroscope, ce parc d'attractions consacré, vous le savez, aux nouvelles techniques de l'image, qui vient d'inaugurer un nouveau pavillon dédié au centenaire du cinéma. Reportage Marie-Hélène Bonneau et Philippe Turpot. Un pavillon de 3 étages pour raconter le cinéma. Suivez le guide. Tout le cinéma français, formidable. Regardez tout ça. Action! L'envers du décor, les techniques de réalisation, les accessoires, plus de 60 extraits de films, tout l'univers du cinéma raconté au public. Le voyage se fait à bord d'une nacelle, une balade de 8 minutes qui conduit le spectateur de plateau en studio. Les toits de Paris, un morceau de nature reconstitué, des séquences de films, des images virtuelles. Et le guide, à travers ses incursions dans le rêve, c'est Pierre Tchernia qui, lui, a bien la tête sur les épaules. Et puis, exemple sur les trucages, comment réaliser un looping en avion. Le comédien, à bord de sa machine, ne bouge pas, c'est le ciel qui se renverse et qui donne l'illusion. Bref, on ne s'ennuie jamais. Tout ça est rapide et c'est bien parce que c'est vivant. C'est un coup de chapeau au cinéma et le cinéma, il mérite un coup de chapeau. La télévision lui a pris assez de spectateurs depuis 30 ans. On pénètre dans les décors, on découvre les loges et les costumes et même l'intimité des stars. Un voyage court mais dense. Oh non, pas de mots fins pour le cinéma français. À demain, à bientôt, à la prochaine, ça oui. Au revoir. Voilà cette dernière information tout à fait essentielle avant de vous souhaiter une excellente soirée où l'on apprend que Wedzi, l'homme de près de 5000 ans retrouvé dans les glaces dans un exceptionnel état de conservation, était doté d'un organe génital minuscule. Wedzi, petit zizi. Après le bouillon de culture et Taratata, le dernier journal vers 1h du matin en compagnie de Philippe Lefebvre. Demain à 13h, vous retrouverez Benoît Duquesne et à 20h, Étienne Lénart. Dans un instant, le point route de Valérie Maurice. Le deuxième dicton du jour, petite pluie de mai rend le cœur gai et c'est pourquoi Laurent Romeshko est tout triste ce soir puisque le week-end s'annonce beau et chaud. Je vous retrouve quant à moi dès 19h dimanche en compagnie de Daniel Bilalian pour la soirée électorale de la rédaction de France 2. Excellente soirée, merci.